Bonjour à tous, c'est Olivier, cofondateur de Poupy School et des micro-crèches Poupyland dans le nord de la France, et bienvenue dans cette troisième vidéo des 10 étapes pour réussir à ouvrir votre micro-crèche. On a vu dans la première étape qu'il fallait définir votre lieu d'implantation, et dans la deuxième étape, comment trouver votre local et quel type de locaux vous pouvez rechercher. Dans cette troisième étape, on va voir concrètement comment créer les plans de votre structure, à quoi il faut penser lorsque vous créez les plans, ce qui va être indispensable pour définir le budget et les travaux et savoir comment et si vous pouvez vous engager sur ce local. Et également, on va aller chercher un préaccord sur le local en question auprès de la PMI que vous avez normalement contacté au préalable. Donc vous savez normalement ce qu'il faut leur envoyer. Mais on va revoir ça ensemble dans la deuxième étape de la vidéo. Si vous souhaitez ne rien louper du contenu que nous allons partager pour vous aider à ouvrir votre propre micro-crèche, vous pouvez tout simplement vous abonner juste en dessous de la vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça permet de diffuser la vidéo à l'ensemble des porteurs de projets qui recherchent comme vous des informations. Et si vous souhaitez gagner du temps et télécharger tout de suite le guide des 10 étapes pour ouvrir votre micro-crèche, vous pouvez aller en description et il y a un lien qui vous guidera pour vous permettre de le télécharger. Ceci étant dit, on attaque la troisième étape, la création des plans et la visite PMI avant de vous engager. Alors c'est une vidéo qui est faite sans forcément de préparatif. L'idée ici c'est que c'est un réel partage d'expérience. Nous l'avons fait avant vous certainement. À l'heure actuelle on a 3 micro-crèches, nous devons avoir 5 micro-crèches sur l'année 2020-2021. Et l'idée c'est de vous permettre d'y arriver sans forcément faire les mêmes erreurs que nous on a pu faire en étant seul. Pour vous permettre de signer le bail de location ou alors un compromis de vente pour un achat, il va être nécessaire de savoir s'il est tout simplement faisable de créer une micro-crèche dans le local en question que vous avez trouvé. Pour ça, il y a deux choses indispensables. La première, ça va être de créer les plans. Les plans vont permettre de savoir si malgré les mètres carrés, si vous avez un local, normalement, si vous avez vu la précédente vidéo, vous avez un local aux alentours de 120 mètres carrés ou alors 120 mètres carrés qui sont constructibles. La question va être, est-ce que dans ce local, vous allez pouvoir créer une micro-crèche qui va être fonctionnelle pour les professionnels, sécurisée pour les enfants et qui permet de mettre en place votre projet éducatif. Alors du coup, à quoi penser lorsque vous faites les plans? Alors déjà, il y a des réglementations au niveau des mètres carrés. Et cette réglementation sur les mètres carrés vont principalement concerner la salle de vie et également les dortoirs. La salle de vie, il va falloir prévoir au moins 3 mètres carrés par enfant. Donc sachant que nous sommes dans une période où l'agrément peut être modifié, quand vous regarderez la vidéo, peut-être que vous saurez que la micro-crèche passe à 12 enfants, c'est ce qui est sous-entendu, pour l'instant on est à 10, donc potentiellement il faut une salle de vie d'au moins 30 mètres carrés, mais je vous conseille tout de suite de tabler sur une salle de vie de 40 mètres carrés, déjà pour le confort des enfants, et également pour être prêt en cas de modification de l'agrément d'ouverture. Dans cette salle de vie, il sera très important que vous ayez des fenêtres qui vous amènent de la luminosité naturelle, c'est indispensable. L'idéal étant, c'est d'avoir des fenêtres de chaque côté traversant, ce qui permet d'avoir un maximum de luminosité. Sur cette salle de vie, l'idéal, c'est d'avoir attenant l'accès au jardin et bien sûr attenant le sas d'accueil. Ensuite, pour rester dans les mètres carrés, il va être important pour les dortoirs de bien respecter cette réglementation parce que ça pourrait bloquer votre agrément potentiellement. La règle dans le dortoir, c'est 6 mètres carrés plus 1 mètre carré par lit. Si on veut accueillir par exemple 10 enfants comme à l'heure actuelle, mais même 11 enfants lorsqu'on est sur la place d'urgence, on pourra en parler sur une autre vidéo, il faut donc une chambre nécessairement qui peut accueillir 6 lits et une autre qui peut accueillir 5 lits. L'idée ici, c'est encore une fois de respecter, au cas où il y a une modification d'agrément, au moins de pouvoir accueillir 12 lits. Donc il faut au moins 2 chambres de 6 mètres carrés plus 6 mètres carrés pour accueillir 6 lits. On va prendre 2 dortoirs pour avoir un dortoir pour les grands et un dortoir pour les petits. Ça permet de respecter les besoins de l'enfant et le rythme de chaque enfant. Donc il faut, je résume, 2 dortoirs d'au moins 12 mètres carrés. Ici aussi, lorsque vous faites vos plans, faites attention d'avoir des fenêtres dans les chambres. C'est une obligation, vous devez pouvoir aérer les chambres. Et en règle générale, même une VMC double flux, etc., c'est pas forcément accepté par la PMI. Il faut maintenant des fenêtres pour aérer. Vous aurez même une fiche d'aération que vous devez remplir. Lorsque vous faites vos plans également, n'oubliez pas que dans un dortoir, il y a des vérifications de sieste qui sont faites toutes les 10 minutes. Donc je vous conseille, en tout cas nous c'est ce qu'on fait dans nos structures, les dortoirs sont attenants à la salle de vie, permettant à la professionnelle d'aller voir et surveiller les siestes en restant proche des autres enfants qui sont encore en salle.
En règle générale également, on va mettre un hublot à la porte au minimum et même dans les murs si possible des chambres pour permettre de surveiller sans devoir ouvrir la porte. Donc ça c'est pour les différents mètres carrés qu'il faudra respecter. On va reprendre pièce par pièce. Donc si la base c'est d'abord bien sûr l'entrée, la question va être où se trouve l'entrée sur votre plan. Et bien sûr d'avoir une porte, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, une porte qui permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, donc au moins avec une ouverture de 90. Vous avez un sas d'entrée qui doit être fermé, on n'est pas sur une barrière directe pour éviter de faire entrer bien sûr l'air froid dans la salle de vie. Ce sas d'entrée est donc accolé en règle générale à la salle de vie, donc qui permet de faire l'accueil. Autour de la salle de vie, vous avez la salle de change, la cuisine et 2 dortoirs. Et on verra ensuite les autres pièces. Alors tout d'abord, la cuisine. Moi ce que je vous conseille, c'est qu'elle soit attenante à l'accueil. Tout simplement parce qu'il est nécessaire d'avoir un accès direct à la cuisine sans passer par la salle de vie, pour que le prestataire qui vous livre tout ce qui est lié à l'alimentation des enfants puisse passer directement dans la cuisine, et c'est une obligation qui ne passe pas dans la salle de vie, pour vous livrer. Donc il faut un double accès à la cuisine ou alors un accès via l'accueil. Je vous conseille que la cuisine soit attenante à la salle de vie pour permettre de mettre une demi-cloison et d'avoir toujours le visuel sur les enfants pour que la personne qui est en train de préparer les repas. Pour les mètres carrés de la cuisine, il va falloir prévoir aux alentours de 7 mètres carrés à peu près pour mettre les différents coins. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo tout ce qu'il faut dans une cuisine, on verra peut-être dans une prochaine vidéo, mais prévoyez au moins 7 mètres carrés, ça sera déjà suffisant. Ensuite, pour la salle de change, on est à peu près sur la même chose, à l'entour de 6 à 7 mètres carrés. Pareil, attenante à la salle de vie pour permettre à la professionnelle qui est en train de faire un change, idéalement au travers d'une demi-cloison qui ait encore le visuel sur la salle de vie, et tout simplement que ça soit pratique pour que l'enfant ait juste à aller à la salle de change qui est à côté. Donc là, on a parlé de la cuisine et de la salle de change. On va parler ensuite de la buanderie, parce que lorsque vous faites votre plan, il va être important idéalement de réunir les points d'eau. Ça va vous permettre d'éviter des travaux trop importants de modification. Si vous mettez la buanderie à l'autre bout de la salle de change, etc., forcément vous comprendrez qu'au niveau plomberie, ça va être compliqué et surtout beaucoup plus onéreux pour vous permettre de mettre en place ce plan. Donc essayez de réunir les points d'eau, que ce soit salle de change, que ce soit cuisine ou la buanderie. Et justement, dans votre plan, ce qui va manquer, c'est le bureau, la buanderie, la salle de pause. Le bureau doit également être attenant à l'accueil ou avoir un accès indépendant qui soit également PMR, tout simplement parce que vous devez pouvoir accueillir les parents. Donc prévoyez lorsque vous faites votre plan également un bureau qui soit accessible, et également dans votre bureau, n'oubliez pas de prévoir une fenêtre, tout simplement parce que c'est plus agréable, je pense que vous le comprendrez. Idéalement, la salle de change mène sur la buanderie, ça permet d'avoir un cycle du linge propre sale qui est respecté. Donc derrière la salle de change, vous mettez idéalement la buanderie. Encore une fois, au moins vous avez des points d'eau qui sont assez proches. Une buanderie peut être de toute taille, ça va dépendre si vous mettez du stock par exemple dedans, donc peu importe les mètres carrés, vous imaginez un sèche-linge, une machine à laver, des rangements tout simplement. Il faudra prévoir le toilette des employés et également la salle de pause. Bien sûr une salle de pause qui soit agréable, idéalement également avec de la luminosité naturelle si possible. Et j'ai pas de conseil particulier sur les mètres carrés de ces dernières pièces, tout simplement parce que vous allez faire ce que vous avez. Mais par contre, je vous conseille d'avoir une salle de pause qui est dédiée à la salle de pause et pas faire bureau-salle de pause. Ça permet d'avoir un réel endroit de repos pour vos employés, c'est très important. Le bien-être des employés fait qu'une structure va bien tourner. On a beau, je le dis souvent, mais on a beau avoir la plus belle des structures, si au niveau de l'équipe ça se passe pas bien, forcément votre micro-crèche va pas tourner. Alors qu'à l'inverse, une très bonne équipe dans une structure qui peut être améliorée au fur et à mesure, ça se passera forcément beaucoup mieux. Donc prévoyez tout le nécessaire pour le confort de votre équipe. Je pense que j'ai fait le tour au niveau du plan, donc on a vu accueil, salle de vie, cuisine, salle de change, dortoir, et ensuite plus loin, les lieux de vie annexes qui sont la buanderie, la salle de pause et le bureau. Voilà de quoi est composé une micro-crèche, voilà à quoi il faut penser lorsque vous faites votre plan. Et une fois que vous avez fait votre plan, en règle générale, vous allez pouvoir l'envoyer à la PMI avec votre étude de besoin. Je vous rappelle que normalement vous avez vu le fonctionnement de la PMI dans la première étape lorsque vous les avez contactés. Vous envoyez votre plan et votre étude de besoin pour que la PMI le valide. En règle générale, ils ont toujours des choses à redire, mais c'est bien, au moins vous impliquez la PMI tout de suite dans votre projet, et ça, on ne pourra pas vous le reprocher, en règle générale, ils aiment plutôt bien. Donc vous l'envoyez et vous attendez le retour pour permettre de modifier. Une fois que le plan est validé et que vous avez un préaccord de la PMI, idéalement vous demandez un préaccord écrit,
Certaines PMI le font, certaines PMI ne le font pas. Idéalement, si c'est un local qui est existant, la PMI peut venir visiter également, ça permet d'avoir un premier contact et également d'avoir leur accord en direct. Une fois que les plans sont faits et la visite de la PMI, vous avez un préaccord sur ce local, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui va être de vous engager au travers d'une signature d'un bail ou d'un compromis de vente. Et également l'étape d'après qui va être le financement. Grâce au plan, vous allez pouvoir tout de suite envoyer aux artisans les demandes de devis. Voilà tout pour cette vidéo, je vous remercie pour l'avoir visionné, votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous rappelle qu'en description, vous avez un lien pour télécharger l'ensemble des 10 étapes pour créer votre structure. Également vers un coaching qui est offert si vous souhaitez échanger sur votre projet. D'ici là, je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.